I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous. Le nouveau ministre de l'économie et des finances s'est fixé une priorité, les TPE et PME. Après ses annonces sur les délais de paiement, Mohamed Benchaboun veut mettre en place de nouveaux mécanismes de financement dédiés à cette catégorie d'entreprises. Attention, il faudra toutefois faire preuve de bonne gouvernance et de transparence, déclare-t-il. Alors quels sont ces mécanismes? Quelle forme peut-il avoir et surtout quel impact? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Dury, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Frédéric. La rentrée, vous êtes bien là cette fois-ci, il n'y a pas de retard du train de l'ONCF. Je rappelle que vous êtes responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. Rappelez-nous combien de retard l'autre fois, votre train? 1h30 de retard. 1h30 de retard. Sachant que le trajet dure déjà 2 heures, donc ça fait un peu long. Ça fait un peu long, effectivement. Ouais. Frédéric Michel Chevalier également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Amine. CEO Legal e-Services Maroc. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de Facebook. Mark Zuckerberg voulait que l'année 2018 soit l'année pour réparer Facebook. 9 mois après cette résolution, le réseau social a surtout vu son image et sa réputation se dégrader sans discontinuer. Scandale Cambridge Analytica, faille de sécurité, pire chute de l'histoire boursière en août dernier, départ de cadres dont tout récemment les cofondateurs d'Instagram après ceux de WhatsApp en début d'année. Nous ferons un retour sur ces faits marquants et question: qui va arrêter Facebook dans la collecte des données personnelles, puisque une information est sortie fin de semaine dernière. Selon un blog spécialisé américain dans les gadgets et les nouvelles technologies, Facebook fouille dans votre téléphone ou ceux de vos amis pour vous envoyer de la publicité. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, réactions, questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. Amine Dury, vous avez en invité du Grand Morning il y a un mois. Vous disiez justement que la question des délais de paiement va être la question centrale de cette rentrée. Vous n'êtes pas trompé. Pour l'instant, il y a eu des annonces fortes de la part du ministre de l'économie et des finances, Mohamed Benchaboun, qui veut vraiment faciliter l'accès au financement des TPE, PME. Parmi les annonces qui ont été faites, notamment sur cette question des délais de paiement et lors de l'université d'été de la CGM, s'il y en a 2 ou 3 qui retiennent particulièrement votre attention, ce sont lesquelles? Alors, c'est vrai qu'en termes de mesures pour faciliter l'accès au financement, je dirais que M. Benchaboun a repris son discours d'ancien banquier, parce que typiquement ce sont les mêmes arguments qu'on entend souvent du côté des banques, c'est-à-dire que les entreprises sont sous-capitalisées, qu'elles sont non transparentes, qu'elles ont un problème d'organisation. L'idée c'était quoi? Ce que je retiens des mesures qui ont été proposées, déjà c'est de réduire le nombre aujourd'hui de mesures, de programmes qui existent au niveau de la CCG, la Caisse Centrale de Garantie. Il y en a une douzaine aujourd'hui, vouloir réduire à 2. Très sincèrement, à mon avis, c'était pas ça le problème, parce qu'aujourd'hui 12 programmes pour accompagner les entreprises, pour les aider à obtenir le financement, c'est pas énorme. Le problème était plutôt dans la communication qui était faite par rapport aux banques. C'était plutôt ça, et je pense que le problème à ce niveau-là n'est toujours pas réglé. Oui. Donc ça, c'est une première mesure qui est intéressante. La deuxième mesure que j'ai retenue, évidemment, c'est le renforcement des fonds propres, notamment par un mécanisme de quasi-fonds propres. Alors j'attends de voir, parce que honnêtement, pour l'instant, moi, ça me semble très flou. On a des chiffres par rapport à ça pour l'instant ? Pour l'instant, on n'a pas d'informations précises. Ça devrait être précisé dans les prochaines semaines sur quel mécanisme précis devrait être mis en place en termes de mécanisme de renforcement des fonds propres. Je pense que, à mon avis, on va travailler davantage sur les aspects compte courant d'associés, parce que je vois mal. Il y a énormément de mesures pour les fonds propres, notamment tout ce qui est obligation, mais ça c'est pour les TPE PME, c'est pas du tout leur spectre. Je pense plutôt qu'on va jouer davantage sur les comptes courants d'associés qui seront par la suite convertis en capital social, par exemple. Plus de simplification, plus de transparence pour davantage aider les TPE PME pour accéder au financement.
c'est une bonne recette. Pour l'instant, ce sont des annonces qui restent larges encore, effectivement, il manque la précision, mais est-ce que ça peut partir dans le bon sens, Frédéric Michel Chevalier? Et on ne peut que se réjouir, effectivement, que la question ou le débat sont ouverts en cette rentrée. Il y a certainement une prise de conscience du rôle des TPE, PME dans l'économie, et je pense que le Maroc, c'est même pas le gouvernement, mais le Maroc a besoin de leur dynamisme pour générer de la croissance. Maintenant, quand on regarde ça, oui, on peut se réjouir de la simplification des dispositifs de garantie. Finalement, on a fait simple, on en a mis deux. Un pour l'investissement et l'autre pour la trésorerie. Bon. Pour vous, c'est mieux, contrairement à ce que dit Amine Gouiri. Au moins, c'est clair. Maintenant, je rejoins Amine, c'est pas la priorité, ça change pas grand-chose, ça va être juste un peu lisible. Grosso modo, ce que je retiens de toutes ces annonces, c'est que, ok, on ouvre les choses, on veut bien poser, mais on a quand même un banquier, un ex-banquier, qui garde le discours traditionnel des banques, c'est-à-dire que on reporte ça sur une clarification de la gouvernance des TPE-PME. Ça pose plein de questions. Ça veut dire qu'on remet quand même la responsabilité s'il ne se passe rien dans la TPE-PME. Que les TPE-PME soient sous-capitalisés, c'est pas une nouveauté, c'est tout le problème. Mais en même temps, c'est ce qui permet aussi de dire à des gens entreprenez. Ce que vous regrettez, au Maroc, s'il fallait avoir des gros investissements personnels pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on aurait, 10 fois moins d'entrepreneurs. Donc, ce dont les entreprises ont besoin, c'est effectivement d'une capacité à se financer. Par le crédit, mais pas seulement, par le développement, on reparlera tout à l'heure. J'ai vu, enfin, vous savez que c'est un sujet que j'ai évoqué plusieurs fois, d'avoir un Small Business Act, c'est-à-dire finalement, un accès à la commande publique, enfin que l'État favorise les TPE-PME par de la commande, parce qu'une entreprise, ça se construit autour du client, pas autour de la dette. Maintenant, wait and see, quoi. Mais ce que vous voulez dire aussi, c'est que peut-être il n'y a pas eu de mot de cet ex-banquier sur le rôle des banques dans l'accès au financement des TPE-PME, Amine Gouiri? Oui, je pense qu'effectivement, on l'a dit, il a repris son rôle d'ex-banquier, mais si je me place du point de vue des entreprises et notamment des remarques qui sont faites aux banques, moi je retiendrai deux choses. La première, il y a toujours un problème de garantie qui est demandé par les banques, et ça on n'en parle pas. Des garanties qui sont souvent très exorbitantes, qui représentent souvent le double du montant qui est demandé à la banque, et que les TPME n'ont pas la possibilité de présenter aux banquiers. Donc ça, c'est un premier gros blocage, et ça, malheureusement, on n'en parle pas. La deuxième chose, Monsieur Benchaboun parle de la situation financière des entreprises qui va avoir un impact sur le score attribué à l'entreprise. Il faut savoir une chose, c'est que le score ne se base pas uniquement sur les éléments financiers d'une entreprise, mais il y a d'autres éléments qualitatifs qui rentrent en compte, et notamment le comportement que l'entreprise a eu par rapport à la banque. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a eu ne serait-ce qu'un impayé qui a été constaté par le passé entre l'entreprise et sa banque, cet événement va être marqué à vie sur son dossier crédit de bureau, et un dossier peut être refusé à cause de ça. Par exemple, il n'y a pas que la situation financière qui rentre en compte dans la prise en compte du score. Donc ça aussi, c'est d'autres éléments donc pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas en mettant un certain nombre de mesures en place, notamment ça l'annoncer, qu'on va régler la question du financement. Ouais, quand on parle de Small Business Act, ça fait longtemps qu'on en parle au Maroc. Maintenant, ça y est, il est sur la table. On va voir les propositions, les mesures qui seront peut-être dévoilées dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous êtes confiant là-dessus, Amine Gouiri? Est-ce que ça peut changer la donne Alors le terme Small Business Act, ça fait des années que j'en entends parler, notamment pour les TPME. Aujourd'hui, la question de la commande publique, il y avait déjà une loi qui était passée sur le fait de réserver 20% des commandes publiques aux... La fameuse préférence nationale. Exactement, la préférence nationale. Ça fait bien 3 ans déjà. Exactement, qui n'a jamais été appliquée. Mais la préférence nationale, ça signifie pas uniquement les TPME, ça suffit. Exactement, pour l'ensemble des entreprises. Mais déjà, cette étape-là n'a pas été respectée. Donc, tirer peut-être les bilans déjà de cette loi, de cette préférence nationale pour la commande publique. Déjà, et puis il faut être clair, en matière de commande publique, très souvent il y a une question de référence qui est demandée, et bien souvent ce sont des entreprises étrangères qui remportent ces commandes publiques, justement parce qu'elles ont davantage de références à apporter. Et ça, comment on va régler cette problématique de référence pour les TPME? C'est vrai qu'il faut que ce Small Business Act s'accompagne d'une certaine prise de risque de l'État marocain dans la commande. Parce que notamment une TPME, c'est généralement une entreprise très jeune
qui n'a pas forcément énormément de références, qui ne peut pas présenter trois bilans bénéficiaires. Si on applique des règles de gestion courante qui consistent à dire on ne peut pas confier une entreprise un contrat dont le montant dépasse 30% du chiffre d'affaires N-1, au cours de la première ou deuxième année, le chiffre d'affaires c'est généralement zéro. Première année et pas grand-chose la deuxième année, le chiffre de référence. Donc là, il faut aussi vraiment se dire, on prend un risque. L'entrepreneur se met à risque. Quand on parle de garantie, bien souvent, ce sont sur ses biens personnels. Donc il faut que tout le monde joue le jeu. Et puis il y a autre chose. On a toujours parlé des délais de paiement. On sait que les grandes entreprises marocaines sont loin d'être exemplaires, mais on sait aussi que l'État a plutôt un discours qui consiste à dire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc déjà, un bon moyen de financement, notamment de financement de la trésorerie des PME, ce serait de régler rapidement. Alors, on a une annonce, 40 milliards de crédits TVA qui vont être remboursés. Alors ça c'est un autre point que je voudrais soulever. Mais déjà, sur les délais de paiement, si on payait à 30 jours, ce qui est quand même le délai normal, et en France, par exemple, il y a eu un effort des collectivités locales là-dessus, et ça a eu un impact très fort. Si les entreprises sont payées à 30 jours, 45 maximum le temps des procédures et tout, ça résoudrait beaucoup de problèmes, notamment le problème de financement de trésorerie. Première chose. Deuxièmement, la TVA, ça aurait pu être l'objet de mon coup de gueule. Moi, je suis une entreprise qui a beaucoup d'investissements parce que dans les 2 premières années, on a travaillé sur de la R&D et quelque part, je suis quand même un bon acteur économique puisque je vends à l'étranger et je fais rentrer des devises dans le royaume. Résultat des courses, j'ai un crédit de TVA énorme que je peux pas récupérer. Ça, c'est le seul pays au monde, à ma connaissance, qui pratique ça. J'ai 150 000 dirhams de TVA que je ne récupère pas, et même là je suis très surpris, je vois qu'ils veulent rembourser je sais plus 40 milliards de TVA, oui. Mais j'ai entendu, selon un de nos amis décodeurs qui s'occupe de me conseiller en gestion, j'ai quand même entendu que dans la loi 2018, la loi de finances, Amine tu me corriges si je dis des bêtises, on avait décidé que le crédit de TVA n'était valable que d'1 an. C'est-à-dire qu'au bout l'État rembourse pas et au bout d'1 an il est perdu. Alors ça va dans le mauvais sens, et aujourd'hui on m'annonce qu'on va rembourser quelque chose. Puis si c'est pour faire un dispositif qui consiste à aller faire de la facturage auprès des banques qui ne voudront pas financer les TPE-PME, même en affacturage. Amine Diori. Oui, là-dessus, Frédéric a posé complètement le problème. On va régler le passif, effectivement, on parle de 40 milliards de dirhams. Malheureusement, chaque année, ce problème va se renouveler parce qu'aujourd'hui, Frédéric a posé la question de l'investissement initial et effectivement, on est une entreprise qui démarre, elle n'a pas forcément les chiffres d'affaires qui vont avec, donc on se retrouve avec des crédits de TVA, etc. Mais ça peut être le cas aussi des entreprises qui appliquent des taux de TVA qui sont différents. Par exemple, une entreprise qui va vendre avec une TVA de 10% alors qu'elle achète avec une TVA de 20%. Et donc, structurellement, elle va se retrouver avec des crédits de TVA. Et donc, tant qu'on n'a pas posé sur la table la question de la fiscalité de la TVA d'un point de vue global, on va se retrouver toujours avec un passif de l'État qui devra rembourser aux entreprises. Juste un point pour que les auditeurs se rendent bien compte. Avec les 150 000 dirhams de TVA que je pourrais récupérer, je crée immédiatement un emploi. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Frédéric Michel Chevalier. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes CEO chez Legal e-Services Maroc. Amine Diori également avec nous ce matin. Rebonjour. Bonjour. Responsable PME, monsieur PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. On parle donc de ces annonces de Mohamed Ben Chahaboun, le ministre de l'économie et des finances. Annonces nombreuses depuis ces 2 dernières semaines en matière de délai de paiement, en matière d'aide à l'accès au financement pour les TPE, PME. Sur les délais de paiement, il y avait notamment cette annonce forte il y a pratiquement 2 semaines, Amine Diori, la création d'un portail pour suivre notamment bien les délais de paiement des entreprises publiques. Où est-ce que ça en est? Il devait ouvrir à la fin du mois de septembre. On est le 3 octobre, toujours rien pour l'instant. Non, effectivement, je pense que c'est une excellente mesure qui a été prise. Cette plateforme va permettre aux fournisseurs justement des collectivités locales et des entreprises publiques de pouvoir présenter leurs doléances si jamais il y a des problèmes qui se passent avec ces entreprises. Maintenant, je dirais, Monsieur Ben Chahaboun a parlé effectivement en matière de délai de paiement de 2 cas de figure. Il y a le cas des collectivités territoriales qui n'auront pas de mal à payer leurs fournisseurs, et pour lui c'est juste une question de procédures qui doivent être optimisées. Maintenant, il y a quand même une problématique, c'est celle des entreprises publiques, et notamment certaines qui ont beaucoup de problèmes de trésorerie.
Et pour ces entreprises publiques, évidemment, la question ne se réglera pas immédiatement. Et ce sont celles qui ont aussi des dettes fournisseurs qui sont relativement élevées. Donc ça, c'est une problématique. Maintenant, je voudrais ajouter une chose sur cette question des délais de paiement. On parle beaucoup en ce moment des délais de paiement public-privé, mais on a oublié pour moi l'essentiel, qui est quand même les délais de paiement privé-privé. Et cette fameuse loi 4915 qui est entrée en vigueur il y a plus d'1 an maintenant, qui n'est toujours pas applicable. Je le rappelle chaque fois que j'en ai l'occasion, mais une loi, ça sert à être appliquée. Malheureusement, elle ne l'est pas. Et je rappelle quand même que les dettes fournisseurs publics, c'est 50 milliards. Les dettes privées, c'est presque 400 milliards de dirhams. De dettes. Donc on voit que l'essentiel de l'effort. 4 fois le PIB. Hein. Exactement. Non, pas autant. 3 fois. Mais je veux dire que l'essentiel de l'effort doit être fait sur justement cette partie privée, et que cette loi 4915 doit être enfin appliquée, et donc un certain nombre de mesures, notamment les pénalités de retard, pour que cette loi puisse être enfin appliquée. Frédéric Michel Chevalier, parmi ces annonces en matière de délai de paiement, ce portail pour tenter de faciliter la diffusion de l'information et la transparence, ça peut être une bonne chose. Est-ce que ça va assez loin selon vous? Est-ce qu'il faudrait encore pousser le bouchon un peu plus loin et regarder ce que fait notamment l'Angleterre, la France, le fameux name and shaming? D'ailleurs, davantage poussé, puisqu'en France, bientôt, on va pouvoir publier la liste des entreprises mauvaises payeurs dans la presse. Exact. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est une nouveauté, effectivement. Je dois avouer que la mesure m'avait échappé. Après, oui, tout ce qui va favoriser davantage de transparence et davantage de responsabilisation des acteurs économiques, parce que ici au Maroc, j'ai remarqué une chose, c'est souvent la loi du plus fort qui s'impose. C'est le bras de fer permanent. Enfin, tout ce qui va pouvoir fluidifier les relations va dans le bon sens. Après, est-ce que le portail en lui-même va faire quelque chose, à moins que ce soit les informations publiées soient relayées par des campagnes sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Attendons de voir. Mais enfin, encore une fois, c'est comme les principes de gouvernance qui étaient évoqués par le ministre dans l'annonce de ces mesures. Tout ce qui va amener vers plus de transparence va dans le bon sens. On doit, parce qu'on parle souvent du climat des affaires par rapport aux IDE, les investissements étrangers, mais on doit améliorer d'une manière générale le climat des affaires, et ça en fait incontestablement partie et de manière importante pour les entreprises. Sur l'annonce donc de réduction à 2 le nombre de fonds de la CCG, pour les TPE notamment, on en parlait tout à l'heure, Amine Dury, vous étiez plutôt interrogatif sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui il y a 12 mécanismes de financement, mais tout de même on va baisser davantage peut-être les taux aussi pour l'accès au financement pour la TPE, ça c'est une bonne nouvelle? Alors les taux, ça concernait. Alors il y a aussi une partie qui concerne les associations de microcrédit. Oui. Aujourd'hui, il y a une partie des TPE qui n'ont pas accès au financement parce que justement le plafond de financement des associations de microcrédit est limité à 50 000 dirhams aujourd'hui, alors que les banques c'est un peu plus. Donc il y a une partie, il y a une zone floue aujourd'hui qui fait que certaines entreprises ne sont pas finançables. L'idée de Monsieur Benchaboun étant d'élargir cette zone justement au-delà de 50 000 dirhams pour permettre à davantage d'entreprises d'être financées. Et donc là, on pourrait jouer avec les taux aussi? Oui, et c'est là que, à mon avis, il faut jouer avec les taux parce que le microcrédit, contrairement au crédit classique, c'est extrêmement cher. Ça peut avoir un impact direct, concret sur la vie de centaines de TPE dans les prochains mois. Bien évidemment. Déjà que ces TPE qui sont les plus fragiles ont des difficultés à accéder au crédit bancaire classique. Elles se tournent vers le microcrédit qui quand même pratiquent des taux qui sont relativement élevés. Évidemment, ça a un impact. Les frais financiers, il faut les payer. Il faut rembourser, il faut payer les frais financiers. Donc l'idée aussi de Monsieur Benchaboun, c'est de justement via un mécanisme à travers la CCG de faire en sorte que ce plafond supérieur soit pratiqué à des taux qui soient plus bas. Bilan des courses, messieurs. Si vous deviez mettre une note au nouveau ministre de l'économie et des finances, allez, sur 10. 1 mois et demi de fonction, des annonces importantes, fortes en matière de délai de paiement, d'accès au financement des TPE-PME. C'est peut-être la première fois dans un délai aussi court qu'un ministre s'exprime sur la vie, la gestion, la question principale des TPE-PME qui est l'accès au financement. Amine Dury, vous metteriez combien pour l'instant? Bien évidemment, on n'est pas en fin de mandat, on est en début de mandat, ce sont des annonces. Alors, malgré mes remarques aujourd'hui, moi je lui mettrais quand même un 7 sur 10 pour l'engagement politique. Pour moi, en politique, les propositions, le fait de s'engager sur des thématiques qui sont fortes,
pour moi, c'est déjà une première bonne mesure. Frédéric Michel Chevalier, 7 sur 10. Moi, je rejoins Amine. Alors, il y a une formule au baccalauréat en France quand on est un peu moyen, c'est doit faire ses preuves à l'examen. Donc, j'ai quand même envie de lui dire doit faire ses preuves avec l'examen. Par contre, dans un climat où finalement le gouvernement est assez absent ou inaudible et où on voit pas trop où on va, voir un ministre qui prend ses fonctions et qui a des prises de parole fortes et qui s'attaque au vrai dossier, Inch'Allah, c'est bon signe. 9h44 sur Atlantic Radio. Dans un instant, on parle de Facebook. Comment résumer ces 9 premiers mois de l'année 2018 ? Presque catastrophique pour le réseau social de Mark Zuckerberg. Mais jusqu'où va aller Mark Zuckerberg dans la collecte des données personnelles ? C'est la question que nous allons nous poser juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Et on reste avec vous, Frédéric Michel Chevalier. Coup de gueule, coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi ce mercredi ? Ça rebondit bien avec ce qu'on vient de dire à la fin du premier sujet. C'est un coup de gueule, enfin un coup d'inquiétude ou un signal d'alarme. Vous savez, et les auditeurs qui nous suivent le savent, je suis un grand défenseur, avocat du Maroc, et je crois beaucoup au potentiel et à l'avenir de ce pays. Je suis attristé ces derniers temps de voir une sorte de morosité, mais c'est plus qu'une morosité. On a l'impression que tout part de travers. On voit un exode, on en a déjà parlé, des cerveaux. Là, c'est pas question de migrants, de clandestins qui partent parce qu'ils n'ont rien. On voit des médecins, on voit des cadres. Les gens baissent les bras. Cela est dû à plein de choses. Des plans qu'on a annoncé en grande pompe. Alors là, on a découvert récemment que même le plan tourisme, ça marchait pas. Je vous parle pas du plan digital, mais des plans qui sont annoncés, des mesures qui ne sont pas suivies. C'est pour ça que j'ai dit doit faire ses preuves à l'examen. C'est que j'espère que ça va changer, parce que les jeunes sont découragés. On est en panne de modèle social, parce que la croissance économique, ça marche bien que s'il y a un pacte social avec de la redistribution du partage des richesses. On voit des tas de faits divers se multiplier, des propos franchement préoccupant. À la rigueur, moi je suis étranger, c'est pas que je me sente pas concerné, mais à la limite un jour si ça me plaît pas, je prends l'avion et je m'en vais. Mais je vois des tas de Marocains qui eux étouffent de ça. Donc on est en train de briser, parce qu'il y a un gouvernement, on voit pas où il va, il n'y a pas de lisibilité. Le conflit social à la rame cet été, pas un mot du ministre de tutelle. Il y a plein de choses comme ça, et donc le pays part à la dérive. Et dans une sorte d'indifférence. Donc je me réjouis de voir un ministre qui prend le taureau par les cornes, qui essaye de s'attaquer, mais j'aimerais bien que ce soit tout le gouvernement et le Premier ministre qui les redonne de la lisibilité, qui redonne la direction et qu'est-ce qu'on veut faire du Maroc. Amine Diouri, coup de gueule, coup de cœur ? Difficile de rivaliser. Non, effectivement, non. C'est pour ça que j'irai en matière de coup de gueule. C'est pour ça que j'irai vers un coup de cœur. Et notamment une information du Wall Street Journal qui est sortie il y a quelques jours et qui fait du Maroc le premier hub africain en matière de construction automobile devant l'Afrique du Sud. Donc c'est une excellente nouvelle et qui est en passe en plus de dépasser l'Italie. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Maroc et le Wall Street met en avant le fait que le Maroc est le principal fournisseur pour les usines automobiles européennes, notamment celle de Valence en matière de composants automobiles. Donc bravo, il y a des choses positives qui doivent être mises en avant et ça en fait partie. Ça prouve, mon credo, c'est qu'il y a un potentiel énorme dans ce pays. On précise qu'Amine Diouri, vous habitez à Kenitra. Oui, en plus. Il y a du mouvement là-bas. Oui, effectivement, avec déjà la zone franche et PSA qui s'implantent sur place, effectivement, il y a des choses qui bougent. 9h47 dans les décodeurs Atlantiques, toujours avec Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet, Frédéric Michel Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc. On parle donc de Facebook ce matin. Mark Zuckerberg voulait que 2018 soit l'année pour faire réparer Facebook. Ça semble raté pour l'instant. Départ des cofondateurs de WhatsApp en début d'année, départ des cofondateurs d'Instagram il y a quelques jours, scandale Cambridge Analytica, faille de sécurité qui a concerné 50 millions de personnes, pire chute de l'histoire boursière en août dernier. On a du mal à voir comment Mark Zuckerberg va pouvoir se relever de tout cela, d'autant que cet été aux États-Unis, on a commencé à évoquer pourquoi pas un départ de Mark Zuckerberg.
j'ai envie de vous poser la première question avant de commencer à lister un petit peu ces inconvénients et puis de se poser la question jusqu'où va aller Facebook et Mark Zuckerberg dans la collecte des données personnelles. Est-ce qu'il peut partir? Est-ce qu'il peut sauter, Mark Zuckerberg, un jour ou un autre, Frédéric Michel Chevalier? Ça vous semble possible, impossible? Sauter, je ne sais pas. Bon, on a vu, c'est chez Uber, le CEO fondateur qui avait été débarqué. On a vu Elon Musk également aussi sanctionné par la bourse de Wall Street qui reste directeur général de Tesla. Déjà, il faut regarder combien il contrôle à titre personnel du capital de Facebook. Exactement. Oui. Ça, je sais pas, mais s'il contrôle une minorité de blocage, ça va être très difficile. Rassurez-vous, je crois qu'il va très bien. Hein. On fait du buzz constamment avec Facebook, mais il va très bien, 2,2 milliards. Alors, il y a un ralentissement de la croissance des membres, mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Quand on enlève les pays comme la Chine qui censurent Facebook, donc ça fait déjà 1,6 qui sont pas accessibles, ou 1,8, je sais plus. Quand on enlève ça, qu'on enlève les pays où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas l'accès Internet ou des choses comme ça, qu'on enlève ensuite les bébés, les vieillards et autres, on peut dire que aujourd'hui, on arrive presque à un taux de pénétration de 90 ou un peu plus du marché cible. Maintenant, 25% de part pour Mark Zuckerberg au sein du capital de Facebook. Oui, 24% exactement. Oui, puis après, il faut regarder s'il y a des gens proches de lui. Mais donc, on arrive à quasiment 93%, 90% du marché cible. Donc aujourd'hui, le relais de croissance pour Facebook, comme pour Google, comme pour les autres, c'est d'aller connecter les 4 milliards d'habitants qui ne le sont pas. D'où toutes les expériences qui sont faites, notamment en Afrique, d'accès Internet au débit par il y a des ballons dirigeables, des drones, enfin tout ce que vous voulez, des idées au laser. Enfin, il y a... Je crois que les startups et les GAFA recèlent d'imagination pour tester ça. Donc la croissance, elle repartira là. Facebook fatigue incontestablement, notamment chez les jeunes, qui préfèrent un média plus spontané comme Snapchat ou autre. Mais en même temps, publicitairement, c'est pas forcément les plus jeunes, c'est pas forcément la cible la plus intéressante. Donc aujourd'hui, Facebook va très bien. Les recettes publicitaires progressent. Il est placé, vous savez, il y a un expert français qui s'appelle Fred Cavazza qui publie le panorama des médias sociaux chaque année et qui, dans la version 2018, place toujours Facebook comme plateforme incontournable. Il a toujours ce rêve d'être, et ça nous rapproche de cette histoire de fouiller dans les smartphones, d'être une sorte d'annuaire mondial des individus. Moi, je trouve que ça va très bien. Et la capitalisation boursière, vous savez, la bourse, Général de Gaulle avait dit la politique de la France se fait pas à la corbeille, mais la politique des entreprises ne se fait pas à la corbeille, sauf si on dévisse, parce qu'il y a vous dites accident quand en début août, Facebook a vu son cours plonger de près de 20% en une seule séance, 118 milliards de dirhams de capitalisation boursière qui sont partis. C'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Mais la capitalisation boursière, Amine me confirmera, c'est virtuel. C'est l'entreprise votant. Oui, non, mais ce qui compte, c'est ce qu'elle a dans les caisses. Ouais, Facebook a plein d'argent dans les caisses et peut se permettre de racheter n'importe quel concurrent. Demain, s'il veut racheter Snapchat, comme il a fait avec Instagram ou avec WhatsApp, il le fera. Et bien d'autres. Donc aujourd'hui, Facebook a une domination sur le marché parce qu'il y a 2,2 milliards de membres et c'est le réseau social qui a le plus de membres. Deuxièmement, il devient le vecteur de publicité incontournable et ça se dément pas. Et troisièmement, il a un bon carnet de chèques. Lui, contrairement aux TPE marocaines, il n'a pas de problème de trésorerie et il peut racheter n'importe quoi. Très honnêtement, je ne pense pas que Mark Zuckerberg soit au bord de la dépression. Bon, on rappelle effectivement que cette plongée du cours de Facebook début août, c'était lié à un petit ralentissement de la croissance de son parc d'utilisateurs quotidiens qui avait inquiété donc des investisseurs et des particuliers qui ont acheté l'action Facebook. Amine Diouri, ça va bien du côté de Mark Zuckerberg, nous dit Frédéric Michel Chevalier, à tel point qu'il continue son projet d'expansion dans la collecte des données personnelles. Ça a fait mouche du côté des cofondateurs de WhatsApp et d'Instagram qui ont claqué la porte. Et en même temps, c'est son fonds de commerce. Il faut être réaliste. Facebook, c'est pas simplement un annuaire sympa où on met des photos et on partage des idées rigolotes. Facebook, c'est une entreprise qui vit sur la collecte de l'information et la revente de cette information à des annonceurs. Voilà, point barre. C'est son cœur de métier aujourd'hui. Maintenant, la question est, et par rapport à la question d'aller fouiller dans les téléphones, est-ce que qu'est-ce qui est permis aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Aujourd'hui, effectivement, quand on se connecte à Facebook, il y a on adhère à un certain nombre, on donne la permission à Facebook d'utiliser un certain nombre d'informations, pas toutes, mais là, on est dans le cadre précis
où Facebook, à nos dépens, utilise nos smartphones, fouille dans nos smartphones pour avoir des informations à laquelle on n'a pas donné accès. Donc c'est le numéro de téléphone qui est donné par l'utilisateur, qui est utilisé par Facebook pour ensuite nous cibler de publicité, Frédéric Michel Chevalier. Oui, mais bon, j'ai lu les articles, c'est pas très clair, les conditions d'utilisation. Il y en a qui ont donné le numéro de toute façon, aujourd'hui, pour des questions de sécurité, on est obligé de fournir un numéro de téléphone. Donc ça, déjà, c'est clair. Maintenant, j'ai découvert ces informations, mais ça mériterait d'approfondir au-delà du côté. Facebook siphonne nos smartphones, mais tous les réseaux sociaux, y compris ce fameux Instagram dont un des fondateurs vient de démissionner. La première chose qui se passe quand vous branchez sur un réseau social, c'est qu'il va aller chercher dans vos contacts pour vous permettre de vous connecter. Donc, et LinkedIn le fait, Instagram le fait, ils le font tous. Donc, forcément, à un moment, on donne effectivement, et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est donc quand on installe l'application, est-ce que vous voulez autoriser à accéder à vos contacts? Donc, on peut pas exactement dire qu'on ne soit pas. Maintenant qu'une base qui est suffisamment exhaustive fasse des regroupements par les numéros de téléphone pour retrouver, ça sert notamment aux suggestions d'amis, mais que derrière pour faire du ciblage, oui, mais encore une fois. D'ailleurs, on pourrait faire deux choses. Mais c'est quand même incroyable. Michel Chevalier, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a eu un scandale Cambridge Analytica et qu'on continue malgré tout. On n'essaie pas de freiner, on continue à fond cette collecte de données personnelles à tel point que ça va froisser les cofondateurs d'Instagram qui partent sans publier un communiqué. Ils le font. Instagram le fait et c'est pas. Non, Instagram, c'est Facebook. Et justement, c'est parce qu'ils ont été rachetés. Mais ils le faisaient avant. Tous les réseaux sociaux que vous connectez vous identifient à partir de vos contacts ceux qui sont déjà. Donc ça veut dire qu'à un moment. Et d'ailleurs, on donne l'autorisation d'accès au contact, comme on donne l'autorisation d'accès à l'appareil photo. Ils le font tous. Ça date pas de Cambridge Analytica. C'est pas un truc qui est venu après. C'est un truc qui existe depuis toujours. Maintenant, moi, je vais faire une proposition et une remarque. La proposition, c'est faisons un grand référendum sur Facebook pour demander aux membres, aux 2,2 milliards de membres, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Payer un accès mensuel ou annuel à Facebook, un peu comme LinkedIn, qui est très coûteux, ou bien continuer à avoir la gratuité de cet outil, en échange de quoi? Il faut bien qu'il y ait un business model, et comme l'a rappelé Amine, c'est la publicité. Donc ça, c'est demandons l'avis des gens. Parce que quand je vois les gouvernements ou l'Europe qui s'émeuvent, ici on est au Maroc, dans un pays qui doit avoir le service de renseignement intérieur, un des plus performants du monde. Donc les États, quand ils s'offusquent de voir une compagnie privée ficher les gens, voilà, et ils fichent aussi tout le monde. Donc la question n'est pas là. Demandons l'avis des gens. Et après, on verra et on pourra effectivement faire un grand décodeur spécial là-dessus. L'autre chose, c'est tout dépend de données personnelles. On peut avoir des données personnelles qui permettent de faire du ciblage. Moi, lorsque je fais des campagnes, Facebook ne me vend pas de liste de gens avec des noms. C'est anonymisé, ça me permet de cibler des gens qui s'intéressent à ceci et cela. Ça nous permet, nous, en tant qu'utilisateurs, d'avoir des messages qui sont pertinents. Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Et encore une fois, sur 2,2 milliards de personnes, on n'est pas en train de savoir ce que Landry Benoît a fait hier ou ce qu'il a mangé. Et dans ces cas-là, voilà, ça peut toujours se faire. Il y a beaucoup de choses, il faut pas confondre quand on parle de data, ce qui est anonymisé. Le big data, par exemple, c'est des grandes masses de données qui sont anonymisées, qui permettent de déterminer des comportements types ou autres, et de personnaliser un service, ce qu'après tout, on souhaite tous. Et puis, une sorte de Big Brother qui viendrait regarder dans votre chambre à coucher ou dans votre assiette ce que vous faites. Amine Diouri. Alors, collecte de données, oui. Mais après, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Là, Frédéric a effectivement parlé de l'utilisation commerciale. Effectivement, c'est son cœur de métier. Moi, il y a un autre problème qui me vient à l'esprit, c'est dans un cadre politique. Et Cambridge Analytica en est la preuve flagrante. C'est-à-dire que là, on est carrément dans la manipulation. C'est ça qu'il faut éviter. Des gens. On utilise de la donnée collecté de manière plus ou moins illégale, puisque Facebook n'avait pas donné son accord. Justement, ça a été siphonné directement auprès des comptes par une entreprise tierce. Donc déjà, ça, c'est illégal. Mais surtout, c'est l'utilisation qu'on en a faite pour adresser à certaines personnes en particulier un programme qui leur correspond en fonction de leur affinité et les manipuler, de faire en sorte qu'ils puissent voter pour le candidat qui leur a été désigné. C'est de la manipulation, c'est grave. Je veux dire, demain, on s'amuse à faire ça partout dans tous les pays du monde. On croit être libre de choisir un candidat, on ne l'est pas, on est manipulé. Bon, on était déjà manipulé par d'autres médias, mais c'est vrai que là, ça prend une autre ampleur. Et je pense que voilà, c'est des mécanismes de régulation qu'il faudrait mettre en place, et notamment pour les campagnes électorales, parce que l'enjeu, c'est de défendre la démocratie. Et on rappelle effectivement ce coup de gueule de Donald Trump début du mois de septembre, qui a demandé à négocier avec les géants
géants du net, les GAFA, l'information politique, la distribution de l'information politique, notamment dans les moteurs de recherche et sur Facebook. Ça, c'est un autre débat qu'on a évoqué. Mais effectivement, quand on retrouve peut-être une totalité d'articles qui sont aujourd'hui soit de droite, soit de gauche dans une recherche, ça peut provoquer des réactions de la part de politiciens. Peut-être qu'une moitié de partage de contenu de sites internet de journaux serait plus pratique, non, Frédéric Michel-Chevalier? Oui, je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur la notion de pluralisme. Et parce qu'un jour quelqu'un a une idée et lui donner que des choses qui vont dans ce sens-là, ça l'empêche éventuellement de penser, de changer d'idée. Le danger, encore une fois, défendons la démocratie et ne polarisons pas forcément sur des fantasmes liés aux données personnelles. Amine Diouri. Les problèmes de Facebook ne sont peut-être pas terminés, parce que je rappelle quand même que d'ici quelques semaines, il va y avoir des élections aux États-Unis, les élections intermédiaires. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux scandales. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Et qu'est-ce qu'on va apprendre par la suite ? Ce serait effectivement, ça, à mon avis, là, ce serait peut-être un coup de massue final pour Facebook, parce qu'une fois c'est bien, mais deux fois, ça commence à devenir. Il y a ça, et puis il y a les élections européennes aussi qui arrivent au mois de juin prochain. Si ça a un impact, on a parlé pour le Brexit. Là, ça va être aussi à regarder de très près. Merci messieurs. Frédéric Michel-Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne. À très bientôt, Amine Diouri et Frédéric Michel-Chevalier.